Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Je suis très contente de vous voir et surtout de voir aussi que cette fois-ci, le public est un peu plus jeune que parfois et en partie même particulièrement jeune. Mon nom est Caroline Fischer de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. J'ai le privilège de coordonner l'intervention de mes collègues pendant ces 3 jours. L'Université de Pau étant depuis le début, donc depuis désormais 9 ans, partenaire de cette magnifique manifestation. Et cette année, les collègues ont répondu présent avec beaucoup plus d'enthousiasme parce que les raisons d'espérer à l'université, nous en avons beaucoup. Déjà, si nous n'en avions pas, comment nous mettre devant nos étudiants si on n'avait pas l'espoir de pouvoir leur transmettre des compétences, des savoirs, des connaissances pour leur faciliter l'entrée dans leur vie professionnelle, mais il y a aussi les recherches. Et mon collègue Matteo Gargiulo, comme son nom l'indique, italien, mais à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour depuis plusieurs années, fait actuellement une recherche particulièrement intéressante en histoire de l'art sur un sujet qu'il vous expliquera, des œuvres d'art qui sont plutôt à contre-courant de ce sujet, mais il vous montrera comment on peut les lire tout à fait comme des signes qui peuvent nous donner de l'espoir. Donc, je vous laisse en sa compagnie et je vous souhaite donc un excellent moment avec lui. Merci Caroline pour la présentation. Donc, avant de commencer, je tiens à vous remercier à tous d'être ici, d'être présents. Je tiens à remercier les organisateurs qui ont rendu possible cet événement, la ville de Pau, et tous ceux qui m'ont accueilli. Ça a été un super accueil. J'aime aussi remercier les étudiants qui sont là. Je vois avec joie qu'il y a des étudiants, moi de la L3, Histoire de l'art, des étudiants en master et aussi mes collègues doctorants. Et après, j'aimerais aussi remercier particulièrement Mathieu Gafsou, donc vous voyez le nom ici, qui est l'artiste photographe dont je vais parler, que j'ai rencontré lors du vernissage de l'exposition dont je vais parler, qui est actuellement en cours au Parvis de Pau, et qui a accueilli favorablement cette analyse sur son œuvre. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai intitulé cette conférence « Icône d'espérance », la série vivante de Mathieu Gafsou. La série vivante, c'est une série photographique de ce photographe. Mais avant de vous expliquer pourquoi je l'ai intitulé ainsi, j'aimerais vous expliquer mon sujet de recherche, qui est pleinement en résonance en fait avec la thématique de ces rencontres littéraires, qui est nos raisons d'espérer. En effet, en septembre 2023, j'ai commencé un doctorat au sein du laboratoire Alter. Et mon sujet de recherche, c'est l'art en lien avec l'écologie. Et elle s'intitule « Questions écologiques et imaginaires artistiques vers des nouveaux récits éco-sensibles ». Alors, éco-sensible, c'est un peu un néologisme qui est en train d'apparaître dans le milieu de la recherche. Et ça signifie tout simplement la sensibilité liée à l'écologie, la sensibilité écologique. Comme vous le verrez, cette conférence vous montrera un travail en cours. Ce que je présente ici, ce sont mes hypothèses de départ. J'ai commencé en septembre et qui sont le fruit de mes lectures sur tous ces arguments et surtout sur l'espérance. Si vous voulez, de nos jours, la question écologique est devenue centrale dans le débat public. Devant la perte de la biodiversité, l'homme contemporain se trouve dans la nécessité de donner voix à ses préoccupations, d'imaginer des solutions possibles et d'entreprendre des transformations de grande ampleur. À travers les problèmes écologiques, nous faisons également face à ce que l'on peut appeler une crise démocratique. Les deux choses viennent un peu en même temps. L'attention, à mon avis, ne doit pas seulement porter sur la relation de l'homme à son environnement dans l'écologie. C'est ce qu'on pense d'emblée quand on pense à l'écologie, on pense à l'environnement.
Selon moi, elle doit également être attirée sur nos relations intersubjectives. C'est ce qu'affirme aussi Félix Guattari, dont vous avez la photo ici, c'est un philosophe français, dans son livre intitulé « Les trois écologies ». En effet, lui, il soutient qu'il est crucial d'établir une connexion éthico-politique, qu'il nomme écosophie, entre trois registres écologiques, l'environnement, les relations sociales et la subjectivité humaine. L'objectif de l'écosophie est de répondre de manière authentique à la crise écologique, en initiant une révolution politique, sociale et culturelle. J'appuie beaucoup sur l'aspect culturel, qui est très important. Guattari souligne également le rôle important des arts, et c'est là où moi j'interviens, qui peuvent créer en effet de nouvelles formes de subjectivité. C'est là, tout ce que je viens de dire s'oppose au discours médiatique de masse, qui est souvent, comme il dit, synonyme de détresse et de désespoir. En effet, comme nous pouvons le constater, la question écologique est souvent abordée de manière catastrophique par les médias. Nous sommes habitués à voir des images de feux, de bois qui brûlent, etc. Nous sommes imprégnés de cet imaginaire catastrophique. Il semblerait qu'aujourd'hui, le monde n'en finisse pas de finir, de dépérir et de disparaître, et que le maître mot soit plus que jamais le mot catastrophe. Non pas la catastrophe comme mouvement de bascule, que disait autrefois le verbe grec katastrophein, dans la tragédie grecque, non? Ce qui signifie retourner, tourner sens dessus, dessous, ou bouleverser. Mais la catastrophe comme pur et simple champ de ruines, où tout aurait été détruit et d'où plus rien ne serait à espérer, justement. C'est comme si une partie de la pensée aujourd'hui se laissait aller à quelque sorte à quelque chose comme une mélancolie devant la catastrophe en cours. J'ai ma bibliothèque qui commence à se remplir de tous les écrivains de cette époque, des philosophes, etc. Et on voit que c'est répandu. Tout le monde est écrit sur la mélancolie. Dans la production artistique, ces scénarios catastrophiques sont également très présents. Il suffit de penser au cinéma, qui nous a habitués à imaginer des mondes apocalyptiques ou encore post-apocalyptiques. Nous le voyons par exemple dans des films comme 2012, Je suis légende, ou encore le film Mélancolia de Lars von Trier. Tandis que tous nous pouvons être d'accord sur le fait qu'il est nécessaire de montrer la gravité des problèmes écologiques, nous pouvons également nous demander, ce type de discours et d'imaginaire, quels effets produisent-ils sur les individus? En effet, nous considérons que ce type d'approche peut faire naître le découragement et l'anxiété dans la population. Devant l'imaginaire catastrophique, à mon avis, les arts ont sans doute un rôle important à jouer. Ne peuvent-ils pas produire de nouveaux récits et forger de nouveaux imaginaires qui ouvrent une perspective d'espérance, justement? Pour paraphraser une affirmation célèbre de Walter Benjamin, ne permettent-ils pas de libérer l'avenir de ceux qui le défigurent? Et encore, comme il dit Walter Benjamin dans un autre texte de 1929 sur le surréalisme, c'est bien qu'il y ait du pessimisme, il faut qu'il y ait. Il parle d'une méfiance. Non? Il faut être méfiant envers tout, envers la littérature, envers les arts, envers la politique. Lui, dans son temps, on peut bien s'imaginer, c'est un auteur juif, on peut imaginer qu'est-ce que c'était pour lui cette méfiance. Mais c'est bien qu'il y ait du pessimisme, mais il faut aussi l'organiser. L'organisation du pessimisme. Il dit, organiser le pessimisme ne signifie rien d'autre, en effet, que faire ressortir la métaphore morale de la politique et découvrir dans l'espace de l'action politique l'espace de l'image intégrale. Vous voyez, il relie politique et imagination. Ce n'est pas donné. Souvent, l'imagination, elle n'est pas bien vue dans la politique, non? Parce qu'on pense à quelque chose qui n'est pas réel, non? Qui n'est pas dans les faits, dans la réalité. Et qu'est-ce que cet espace de l'image intégrale? C'est du coup cette imagination. Donc, le fait que nous avons la possibilité d'avoir un regard vers l'avant. À travers cette citation de Georges Didier Berman, nous pouvons saisir de quoi parle Benjamin. Je vais lui la mettre parce que j'aime beaucoup son langage, cette forme poétique. Il dit « Cruelle, certes, est l'histoire. Il semblerait que,
la pollution des océans aidant, les coraux eux-mêmes se décomposent aujourd'hui. Mais si nous marchons dans un paysage de détritus ou de cendres, alors je le répète, il faut creuser dans la cendre, pour ramener à la surface, en soufflant dessus délicatement, tendrement, les petits fragments de braise que la catastrophe a oublié d'étendre tout à fait. Cela s'appelle une recherche du temps perdu, on pense à Proust, et non strictement une recherche du temps passé. Cela s'appelle convoquer l'imagination. J'aime beaucoup cette image de creuser dans le cendre, non ? C'est très parlant. Ce que nous permet en effet l'imagination, et c'est ce que j'aimerais vous montrer à partir de l'œuvre de ce photographe Mathieu Gafsou, c'est que nous avons la possibilité d'espérer. La question alors peut surgir naturellement, comment espérer ? Est-il possible aujourd'hui d'espérer face aux catastrophes écologiques ? Et en quoi espère-t-on en effet ? Lorsque nous pensons à l'espérance, à ce terme, nous pensons qu'il s'agit d'un affect, mais qui est personnel, qui souvent aboutit à peu. Surtout si le monde autour de nous ne nous suit pas dans notre élan, ça ne sert à rien. Pourtant, l'espérance peut en effet devenir un geste de soulèvement contre un ordre établi. Dans le cadre de l'écologie, par exemple, contre la surexploitation des ressources naturelles, à condition que l'on sache comment espérer. Dans mes recherches sur ce sujet, sur l'espérance, j'ai trouvé une personne qui a fait de l'espérance le leitmotiv de sa philosophie. Je parle de Ernst Bloch. Ernst Bloch est un philosophe allemand, né à Ludwigshafen en 1885 et mort à Tübingen en 1977. Il venait d'une famille juive. Sa vie, moi je le dis, elle est à la fois tragique et fascinante. En effet, il incarne la figure de l'errant et du survivant par excellence. Lui qui ne parlait pas, qui parlait uniquement d'espérance, qui ne parlait que d'espérance, il a produit un livre central dans la philosophie du XXe siècle qui s'appelle Le Principe Espérance. C'est un livre en 3 volumes, 1800 pages sur l'espérance. Passa toute sa vie à voir des gens mourir autour de lui. Sa première femme mourut en 1921, son ami Walter Benjamin se suicida en 1940 parce qu'il était poursuivi par les nazis, a fait ses bagages, à prendre sa bibliothèque, à se mettre en quête de visa ou de passeport, bref, à tenter d'échapper au contrôle, aux répressions de toutes sortes. Il aura aussi vécu la majeure partie de son temps en exil. La question qui m'a hanté depuis que j'ai connu l'œuvre de ce philosophe a été de savoir comment c'était possible qu'une personne qui a vécu tout cela, qui a vécu cette répression sur lui, ait décidé de dédier toute son œuvre à l'espérance. J'étais étonné de voir que pour lui, l'espérance est certes un affect, comme nous avons dit, mais qu'elle s'applique au réel d'une façon tout à fait étonnante. C'est pour cela que j'ai évoqué ces auteurs des années de l'avant-guerre. Benjamin comme Bloch ont vécu pleinement les horreurs de leur temps. Mais ce qui est frappant, c'est que dans leur théorie, il y a de l'espérance, et que cette espérance elle se lie avec un discours très fécond sur les images. Donc les images vectrices d'espérance. Ernst Bloch, lui, il a affirmé que face à la crainte, nous devons faire appel à un espoir savant, une docta spes, il dit, dont le point de départ est le refus de la privation. Dans l'écologie, nous pouvons dire qu'il s'agit du refus de la privation de nos écosystèmes, par exemple. Mais qu'est-ce qu'un espoir savant ? Pour qu'il y ait espoir savant, et ça c'est le point central, on a besoin principalement de 2 choses. Une réelle conscience des problèmes qui nous entourent, ce qui signifie une totale émancipation. Nous devons savoir avoir méfiance vers tout, comme disait Benjamin, pessimisme sur toute la ligne. Espérer ne veut pas dire rêver béatement dans une perspective sans contour. Il faut rentrer dans la gravité des vicissitudes de ce monde. Toutefois, cela doit s'accompagner d'une capacité, il dit, de pressentir ce que nous pouvons accomplir. Il faut à l'expérience d'espérance le désir ou le souhait. Pour qu'il y ait du rêve et du désir, vous avez compris, nous devons inévitablement faire appel à l'imagination. Voilà que cette imagination, elle revient. Et l'art joue, à mon avis, un rôle principal. À travers ce qu'Ernst Bloch, je vous l'ai mis, appelle les images-désirs. Images-désirs. Ce terme est très clair. C'est à travers les images que s'exprime le désir, le souhait, le rêve. Nous rêvons par image. Et l'art peut produire des images qui portent un contenu émancipateur.
Ce contenu émancipateur fait préapparaître ce qui doit être accompli, catégoriquement. Il y a du catégorique là-dedans. Hein, c'est pas on peut, on doit faire cela. L'espérance devient alors un affect militant. Et l'art, issu de cet affect, parce que l'art aujourd'hui, nous le savons, est souvent le fruit d'un affect personnel des artistes, hein, devient une prophétie concrète. Bloch, il dit que l'art est structuration anticipante d'une réussite non encore arrivée. Il faut pourtant faire attention. Pour que l'art puisse devenir réellement le vecteur d'image-désir, il faut qu'il ne se replie pas sur lui-même. L'art doit en cela suivre les mêmes règles exposées plus haut. Il doit à la fois analyser la gravité, tout en laissant apparaître l'objet du désir. C'est la première critique qui est faite à l'art aujourd'hui, hein, qu'elle est esthétisante, ça sert à peu de choses. Non? Souvent, c'est un peu cryptique. On ne comprend pas l'art actuel, non? Je regarde mes étudiants parce qu'on discute souvent là-dessus, non? On ne comprend pas. Dans un essai de 1954, c'est intéressant, intitulé « L'art est-il gay ?», Adorno s'en prend à l'art gay, justement, serein, harmonieux, entre guillemets, que lui, il identifie dans l'art décoratif bourgeois. Il souligne que l'art, dans sa vocation première, est censé montrer la gravité de la réalité, mais il doit à la fois permettre d'échapper de celle-ci. Je lis, c'est sous cet aspect qu'il faut exiger que toute œuvre d'art soit grave. L'art oscille entre gravité et la gaieté, parce qu'il a en quelque sorte échappé à la réalité et qu'il est malgré tout imprégné d'elle. L'art n'existe que par cette tension. C'est important, la tension au sein de l'œuvre d'art. Pour prolonger du coup ces réflexions, j'aimerais vous présenter l'œuvre d'un photographe qui, à mon avis, est très en phase avec ces théories. En effet, l'œuvre de Mathieu Gafsou est très particulière, car elle se situe justement dans cette tension entre gravité et gaieté. La série dont il sera l'objet aujourd'hui, qui s'intitule Vivant, je vous ai mis l'affiche de l'exposition qui est en cours. Je vous invite vivement à aller la voir. J'espère que cette conférence vous donnera l'envie d'aller la voir. Traite de la dégradation du monde et de notre place dans le vivant. Mais plutôt que d'écrire uniquement les crises contemporaines, réchauffement climatique, extinction de la biodiversité, voilà. Non, trop tôt. Voilà. Ou de se protéger derrière des grands concepts, l'artiste a choisi de thématiser la dimension intime d'un tel horizon. Ainsi, nous trouvons tout à la fois des clichés de révolte collective, ainsi que des portraits de sa femme ou de ses enfants, au sein de la même exposition. Nous verrons qu'à travers une pratique habile du montage, cette exposition vise à faire éveiller les consciences. Outre les photographies que je vous ai montrées, l'exposition présente également un autre type d'images, qui sont le résultat d'une pratique plastique très particulière. Il s'agit d'une série de photographies intitulées Pétrole. Vous pouvez voir deux exemples ici. Et ce sont ces images-là que j'ai voulu définir des icônes d'espérance. Et c'est à la fin de la conférence que vous allez découvrir pourquoi. Voilà. Mon analyse de l'œuvre de l'artiste se déploiera en deux temps. Dans un premier temps, nous nous plongerons dans le travail de Mathieu Gafsou, en cohérence avec les théories que je vous ai exposées plus haut. Dans un second temps, je vais me focaliser sur cette série, Pétrole, et je vais vous montrer comment je suis parvenu à lui donner ce titre. Alors, donc, on commence avec cette première partie, entre gaieté et gravité. J'ai repris les termes d'Adorno. Je vais vous présenter brièvement le photographe et son œuvre. Mathieu Gafsou est né à Lausanne en 1981. En effet, dans son œuvre, Mathieu Gafsou se concentre beaucoup sur notre relation au monde, notamment en ce qui concerne l'environnement, les rapports sociaux et la subjectivité humaine. C'est les trois registres écologiques. Cette attention portée au monde qui nous entoure fait qu'il utilise beaucoup la forme documentaire dans ses photographies. Toutefois, il n'en reste pas à cela. Nous verrons qu'il y a souvent de la poétique dans ses photographies et aussi une approche plus plasticienne. Nous le voyons dans cette série, cette première série que je vous présente, Only God Can Judge Me. C'est une série qu'il a produite entre 2012 et 2014.
dans laquelle il s'immerge dans le milieu de la drogue à Lausanne. Je pense que vous le savez, le thème de la drogue a souvent été traité dans le milieu du photoreportage. Je pense aux années 80, avec tous les problèmes de l'héroïne. Et on a encore cet imaginaire en tête. Et il se caractérise souvent par la dureté des images. L'approche de Mathieu Gafsou est en cela différente. Il ne se contente pas de montrer la réalité très dure de ces situations. Elle y est. Mais il essaie de reconstruire un univers qui s'échappe du réel, pour utiliser ses propres mots. Il y a dans cette exposition des portraits qui montrent les visages parfois marqués par la consommation des drogues. Nous le voyons ici par exemple, ces portraits très, très évocateurs, avec ce regard fixé vers l'objectif. Il y a aussi un travail qui est fait sur le montage, nous le voyons ici. Ce visage de femme à côté de cette fleur qui fane. Je trouve très intéressant le rapprochement entre la forme des pétales et les yeux de la femme. Vous voyez, il y a un certain va-et-vient visuel qui se crée. Mais l'image qui est la plus emblématique de cette série est sûrement celle-ci. Au début, il est difficile de discerner de quoi il s'agit. Je vous laisse imaginer de quoi il pourrait s'agir. Tout le monde à qui j'ai demandé qu'est-ce que c'était, ils ne savaient pas répondre. Certains y voient un soleil, d'autres y voient une étoile. En fait, il s'agit d'une représentation d'une seringue. C'est une seringue, oui. Le trou au milieu, c'est le trou de l'aiguille. Et le jaune autour, c'est le piston de la seringue. Cette image elle est impressionnante parce que nous voyons ici que l'objet devient autre chose. Il se transforme, je dirais, à cause du caractère que je qualifierais d'oratique de cette image. J'aimerais du coup attirer votre attention sur la tension, au milieu de la dialectique qui caractérise ces images. Elles oscillent entre l'apparente gaieté qui dérive de la beauté de ces images, parce que ce sont des images belles, c'est des belles photos, et la gravité des sujets traités. Cette tension a pourtant une fonction importante. Elle permet de nous faire poser le regard sur un sujet qui sinon resterait dans l'obscurité, comme celui de la drogue. D'un point de vue éthique, porter à la lumière est le premier pas vers une recherche de solutions. C'est en cela que ces images sont, selon moi, vectrices d'espérance, en premier lieu. Cette même démarche, nous la retrouvons du coup dans cette série Vivant, dont il est l'objet de l'exposition. Il s'agit d'une série qui traite éminemment d'écologie. Ce qui frappe dans cette exposition, c'est cet usage de la forme documentaire combiné encore à cette approche poétique, comme nous avons vu tout à l'heure. On verra l'approche plasticienne qui crée des images suggestives et intéressantes encore. Le montage qui ouvre l'exposition au parvis est celui-ci. Sur la droite, vous avez la photo d'une vitrine brisée d'un magasin. Scène habituelle dans les villes après des manifestations violentes. Nous avons ces images en tête. Sur la gauche, nous voyons un oiseau piégé dans un filet de fer. Ce qui saute aux yeux, c'est la correspondance visuelle entre les plumes de l'oiseau et le scotch qui est sur la porte. Cette correspondance permet un va-et-vient visuel très intéressant. Ces deux images questionnent le thème de la violence. La première est liée à notre présence parfois invasive dans le monde naturel. La seconde questionne notre manière de vivre l'espace public. Comment vivons-nous dans le monde? Quel est notre rapport à l'altérité, qu'elle soit humaine ou pas? Ce sont ces interrogations qui surgissent devant ces photographies. Ensuite, nous nous retrouvons devant un mur d'images. Vous allez le voir, c'est très impactant. Sur le fond, nous trouvons une photographie qui a l'apparence paraît une constellation. Moi, quand je les ai vues, je pensais à une constellation. Mais qui en réalité est une prise de vue très rapprochée de gouttes d'eau qui sautent. Les images que vous voyez, là je les ai mises sur la diapositive comme elles sont exposées au sein du parvis. Et je vais vous les montrer un peu plus rapprochement. Elles se succèdent avec un rythme intéressant. De gauche à droite,
Nous trouvons une photo d'une manifestation avec Greta Thunberg. Je pense que vous la connaissez, hein, cette fille qui est militante dans l'écologie. Ensuite, une carcasse de souris recouverte de bitume. Ensuite encore, une photo d'une machine à billets cassée, recouverte d'une tache de sang. Après, encore devant un fond noir, un vêtement qui brûle. Ensuite, une image de révolte avec des policiers, comme vous voyez. Et la série se termine avec une photo d'une pomme en blanc et noir, en noir et blanc, pardon. J'aimerais attirer votre attention sur le rythme finement calculé par le photographe. Hein? Moi, je le définirais presque de musical. Le fond suggère un espace éther. Et les photos se succèdent en suivant un rythme qui alterne des images bruyantes à des images silencieuses sur fond noir. Si vous essayez avec l'imagination d'ajouter du son aux images, hein, vous voyez de ce que je parle. Ce rythme pousse à la contemplation de ces photographies. Nous sommes ainsi introduits à la gravité des thèmes proposés, mais je me permettrai de dire doucement. Vient ensuite la représentation. Toutes les photos présentent des moments critiques, des moments de stress non, forts, culminant avec la pomme, qui en Occident est souvent associée au mal, au péché. C'est cet imaginaire qui est évoqué. La gravité de ces images est finalement restituée à travers un montage que l'on peut définir de musical. Voilà, moi j'aimerais revenir sur ce mot parce que je trouve que c'est intéressant. À côté de ce mur d'images, un autre montage suit le même procédé. Le montage, c'est les 4 photographies qui sont en bas. Regardez celle-ci pour l'instant. Mais le procédé est un peu plus subtil. De la gauche vers la droite, nous voyons la représentation d'une cascade d'eau que le photographe a teinte de rouge. À côté, l'enseigne lumineuse de la Banque populaire, dont on voit uniquement les 3 dernières lettres, avec une tache de sang sur la lettre R. Les lettres IRE renvoient au latin irae, qui signifie colère. Si nous poursuivons, nous retrouvons cette couleur rouge qui cette fois est étalée sur une paroi rocheuse glacée. À côté, nous trouvons une photo qui est tout à fait intéressante et qui introduit une constante dans cette exposition, vous allez voir. Il s'agit d'un portrait de la femme du photographe, qui est représentée derrière un voile très fin. Cette photo, elle est en relation avec l'image que nous voyons en haut. Lorsque vous irez voir l'exposition, vous verrez qu'au milieu de ces 2 grands murs d'images, donc le premier que je vous ai montré et ces 4 photographies, qui sont imposantes pour leur taille, se trouve ce petit portrait, très lumineux, qui casse ce rythme. L'apparition de ces portraits est à la fois déstabilisante et fascinante. Notre première réaction peut être « qu'est-ce que cela a à voir avec les thèmes qui sont traités ?» Non, nous avons vu les images très graves, très dures du montage précédent. Eh bien, ces portraits sont justement ces éléments gais qui viennent créer cette tension au sein de l'exposition. Nous pouvons les qualifier, à mon avis, comme des images désir en ce qu'elles montrent des affects. La dimension affective de cette exposition est omniprésente. Ainsi, nous retrouvons dans un autre montage cette même tension que je vous montre ici. Une photo d'eau teinte de rouge est flanquée d'une photo très suggestive du fils du photographe, qui a les cheveux mouillés. Plusieurs tensions sont donc à l'œuvre. L'inquiétude et le calme, l'intérieur et l'extérieur, etc. Ce qui est à retenir, c'est que le photographe ne craint pas de mettre l'une à côté de l'autre 2 images qui, tout en étant en tension, surpassent la tension en ce qu'elles ont exprimé comme affect, justement. À gauche, l'amour familial, et à droite, l'inquiétude pour l'essor du monde. Je trouve que cette tension ajoute aux représentations une faible force. Elles ne s'imposent pas, ces photos. C'est un regard sur le présent, pas forcément sur le futur, mais qui, dans la gravité, sait émouvoir, je trouve. Un portrait d'un enfant comme ça, comment ne pas s'émouvoir devant un portrait comme ça, non? Il fait bouger nos affects et donc nos consciences. Voilà apparaître cette forme espérante, ces images désirs que souhaitait Bloch. Le montage suivant, quant à lui, est plus gai, en ce que les photos expriment ici une certaine sérénité.
Lorsque j'ai discuté avec le photographe, il m'a dit que ce sont ces 3 photos-là qui, pour lui, représentent l'espérance au sein de cette exposition. Nous voyons sur les 2 images, en haut et en bas, un travail intéressant qui est fait sur la lumière. Il s'agit d'une faible lueur, due au fait que la lumière est filtrée par des arbres. Au milieu, il y a un portrait fugace de ces enfants. C'est la légèreté de ces images qui frappe. Elles ne s'imposent pas au sein de l'exposition. Vous avez vu toutes les autres images. Mais elles existent. L'important, c'est qu'elles sont là. Ce sont des petits clichés, mais qui sont là. Voilà encore ces images désir. Elles nous permettent de poser un regard sur un souhait, sur des affects de l'artiste qui deviennent la raison pour laquelle on milite, pour laquelle l'artiste, lui, il milite dans l'écologie. Voilà l'affect, l'espérance qui devient militant, comme je vous ai dit en introduction. Nous retrouvons finalement ce travail sur la lumière dans d'autres portraits de ces enfants présents à l'exposition. Vous le voyez sur la gauche, et qui sont mis à côté de ce feu. Dans beaucoup de cultures également, le feu est justement ce symbole d'espérance, ce qu'il purifie, le feu purificateur. Voilà. Donc, j'en viens donc à ces images pétrole. Ces images, elles sont intéressantes. Je trouve que ce sont des images qui impactent d'un point de vue visuel. Je vais un peu vous les montrer. Ici, nous avons ces images urbaines avec ce ciel qui est doré. L'image sur la gauche, elle m'a déstabilisé au début. Je pensais que c'était des vagues. En réalité, c'est des parois rocheuses encore qui sont mêlées avec de l'or. Nous avons encore ces paysages. Ici, c'est déjà un peu plus visible sur la gauche. Nous voyons de quoi il s'agit. Et la photo sur la droite, c'est une photo du ciel qui devient presque abstraite. Voilà. En effet, c'est intéressant de rentrer dans le processus de réalisation de ces œuvres-là. En effet, le fond doré n'est pas le fruit d'un filtre appliqué numériquement sur la photographie, comme sur Photoshop. C'est un procédé plasticien qui a conduit à ce résultat. Ces photos ont été produites par le photographe à la suite d'un voyage en Chine qu'il a fait, plus particulièrement dans la ville de Xiamen. Il a constaté l'urbanisation rapide de cette ville, qui a débuté dans les années 2000 et qui a fini par transformer la physionomie de la ville. Pour souligner l'artificialité inhérente à ces nouvelles mégapoles, Gafsu utilise un traitement photographique unique. Une fois les tirages réalisés, il réalise les tirages, ils sont recouverts d'une fine couche de pétrole, d'où le nom des photographies, qui corrode les images et altère leur couleur. Donc il fait apparaître l'or. C'est le pétrole qui fait apparaître cette couleur. Le résultat ressemble à une solarisation avec des teintes qui s'estompent et qui jaunissent, nous le voyons dans la photo de droite, tandis que le papier semble érodé par l'acide, avec des taches. J'aimerais focaliser votre attention sur ce processus, parce que ici nous assistons en effet à l'apparition de quelque chose qui est l'or, qui est la lumière, je dirais. Lorsque je les ai vus, j'ai tout de suite pensé... Ah oui, là vous en avez encore, je vais vous les montrer après. Aux icônes byzantines. Comme vous le savez, l'or des icônes, l'or au sein des icônes, a plusieurs significations. Il représente en premier lieu l'espace divin et la lumière qui émane de ce dernier. L'or des icônes est censé manifester une présence de quelque chose d'invisible. Ainsi, l'icône pouvait être assimilée à une fenêtre sur le monde de la transcendance. Et l'or représente cela, ce monde-là. Dans la tradition gréco-orthodoxe orientale, l'icône a un statut très particulier. Et la forme devait répondre à des canons très stricts. Le fond devait être fait avec de l'or, les figures devaient être représentées de forme stylisée, de face, pour qu'elles soient reconnaissables. Dans mon parcours d'études, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle des icônes hybrides. Il s'agit d'icônes qui sont produites par des peintres grecs qui, à partir du XVe siècle, sortent des canons. C'est un peu des rebelles, on pourrait dire. L'or, qui avant était censé représenter cet espace céleste, la transcendance, il commence à envahir le paysage.
Donc nous voyons encore ce procédé, l'or qui se reflète, qui se pose sur des paysages. Ce changement dans la représentation porte un changement aussi de signification des images. Le divin n'est plus au ciel uniquement, mais il est aussi sur terre. C'est une image d'espérance déjà, on entend cela. Certes, il peut sembler difficile de penser que l'or dans les photographies de Mathieu Grafsou puisse avoir ce genre de signification. Nous ne sommes pas dans une sphère religieuse. Et en plus de cela, ces images dénoncent un problème qui ne peut pas être plus matériel, celui de l'urbanisation. En plus, les interprétations de ces photographies sont généralement assez pragmatiques. Il y a de l'or dans les photos parce que le ciel brûle. L'or est fruit d'une corrosion, c'est toute la gravité qui est représentée ici. Comme vous l'aurez compris, je trouve que cette interprétation est incomplète. Certes, la gravité est forcément présente, mais personnellement, j'aimerais que l'on regarde cet or comme l'on fait quand on regarde une icône. Il s'agit de lumière qui apparaît. Si nous regardons les choses à partir de cette perspective, le registre change. Nous assistons non pas forcément à une corrosion, mais à une apparition lumineuse. Là où l'image surgit du pétrole, le paysage semble se transformer, il se transfigure d'une certaine manière. Ces images sont comme éclairées par la lumière du jour. Ce qui est intéressant à constater, c'est qu'en grec, le jour se dit iméra, qui a la même racine chiméros, que signifie désir. Nous revenons donc à ce mot, désir, qui fait l'objet du préapparaître chez Ernst Bloch. Non? Nous pouvons lire les images à partir de cela. Nous nous retrouvons donc devant la possibilité en effet d'interpréter ces images d'une autre manière. L'apparition spontanée de la lumière pourrait, ainsi dans le paysage, être vue comme une lumière provenant de la perspective de l'espérance, pour employer encore une expression d'Ernst Bloch. Cette formule est utilisée pour parler de la lumière peinte par Rembrandt, dont vous voyez l'image sur la droite, dans la déposition du Christ. Dans cet extrait du Principe Espérance, l'auteur parle de la lumière paradoxale dans les tableaux de Rembrandt. Ici aussi, nous avons affaire à une lumière artificielle, qui ne provient de nulle part. En cela, la lumière de Rembrandt n'est ni terrestre, ni surnaturelle, mais plutôt une expression mystique de l'être, des figures représentées, de la figure du Christ. Cette lumière artificielle, c'est donc à nous montrer cette figure et à faire préapparaître la suite de l'histoire du Christ, qui est la résurrection. Un effet similaire se produit selon moi dans les images de Mathieu Grafsou. Ici aussi, nous assistons à l'apparition d'une lumière, produite artificiellement, qui n'est ni terrestre ni mystique, mais elle se manifeste, elle est là, cette lumière. La fonction de cette lumière est celle de faire apparaître devant nos yeux le paysage, afin de nous faire poser le regard sur ce dernier. Le paysage devient en ce sens visible. Le mot visible dit possibilité de voir quelque chose. Rien d'éclatant. Il s'agit d'un simple jeu de lumière, mais qui est capable de communiquer quelque chose, à mon avis, et surtout de faire préapparaître ce souhait, ce désir de Mathieu Grafsou, qui est de poser notre regard sur la nature. Voilà. Je conclus. Donc, dans cette conférence, j'ai voulu vous montrer en quoi l'espérance est présente dans l'œuvre de Mathieu Grafsou. Traitant des questions écologiques, je me retrouve confronté à des scénarios qui souvent ne laissent pas trop d'espace à cet affect. Lorsque j'ai visité cette exposition et que j'ai discuté avec le photographe, j'ai vu que finalement, la question de l'espérance inquiète les praticiens contemporains. Dans un premier temps, j'ai voulu vous montrer la fécondité de la théorie d'Adorno, qui veut que l'art oscille entre la gaieté et la gravité. Cette approche que nous avons retrouvée dans toute l'œuvre de Mathieu Grafsou est en effet très féconde. Nous sommes confrontés à des réalités dures, difficiles, comme celui de la drogue, je pense notamment, mais l'approche photographique employée par Grafsou, qui poétise la dureté de certaines réalités, a pour finalité celle de nous donner une possibilité de voir les choses, de regarder, de poser notre regard, ce qui est souvent très difficile. Certes, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir esthétiser stérilement le monde qui nous entoure, c'est pas ça. Toutefois, le caractère intime qui transparaît de ces œuvres
va selon moi au-delà de la simple esthétique. L'espérance est un affect militant qui nous permet de regarder avec des yeux différents le monde d'aujourd'hui. Nous avons également vu l'intérêt de cette série d'images, Pétrole. Je pense que finalement, elle démontre bien que l'art sert à nous faire entrer dans notre réalité pour la dépasser, justement. C'est exactement ce que fait l'or dans ces images. Nous sommes face à une apparition lumineuse qui nous invite à regarder les choses à partir d'une perspective d'espérance. L'espérance constitue ici ce dépassement. L'utopie de l'art, j'introduis ce terme, est finalement celle d'un saut vers l'inconnu, dit Didier Berman, d'un franchissement de limites qui nous aura fait prévoir ou entrevoir quelque chose d'essentiel, comme les questions écologiques, qui demeurera néanmoins mystérieux, ni tout à fait fermé, ni tout à fait ouvert, seulement entrouvert. J'aimerais donc terminer avec, sur une phrase tirée des thèses sur le concept d'histoire de Walter Benjamin. Faire œuvre d'historien ne signifie pas savoir comment les choses se sont réellement passées. Cela signifie s'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger. Pour moi, selon moi, et c'est ce que je veux démontrer dans mon travail de thèse, l'artiste doit faire de même, comme l'historien. Il doit s'emparer d'une image au moment du danger, à savoir écologique, et le faire fructifier en le transformant en affect militant. C'est en cela que l'art nous permettra d'espérer. Je vous remercie.